Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, elle nous avait réjouis avec son incroyable histoire de la littérature française. Elle nous enchante avec son incroyable histoire de la mythologie grecque qui vient de sortir aux arènes BD. Catherine Maury est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche des Maguessel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu est dans les kiosques et les programmes seront ceux de français. On fera un peu de culture G aussi. Rabelais fait la une du magazine Virgule. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Elle vous présentera le maire le plus jeune des États-Unis. Et puis comme tous les vendredis, on poussera à la porte de la librairie de Célie pour un choix de livres pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Je ne vous imposerai pas un trop long laïus introductif. Je suis sous l'épée de Damoclès du chronomètre et sous les yeux de Lynx, de Marine, notre producer. Elle n'est pas une mégère, mais je ne voudrais pas ouvrir la boîte de Pandore et par quelques propos sibyllins glissés dans l'oreillette qu'elle me fasse perdre le fil d'Ariane de ce lancement. Bon, j'arrête ici. Les plus érudits d'entre vous auront repéré que j'ai truffé ces quelques phrases de mots ou expressions venues de la mythologie grecque. C'est un petit hommage. Humble Catherine Maury, nous avons le joie de vous accueillir. Vous signez une histoire de la mythologie grecque aussi savante que truculente. C'est aux arènes BD. Les dessins sont signés Philippe Bercovici. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Ravi de vous revoir. On vous avait accueilli pour cette extraordinaire histoire de la littérature française, incroyable histoire. Et là, on est avec la mythologie grecque. Un mythe, pour définir les termes, parce que vous êtes professeur dans le civil de français. Exactement. C'est un récit fondateur, c'est ça? C'est un récit fondateur, c'est un récit imaginaire qui met en scène des dieux et qui pose des questions éternelles et qui y apporte des réponses. Ça se distingue du conte. Ça se distingue du conte, justement parce que ça met en scène des dieux et aussi parce que c'est ancré spatialement. Si vous regardez dans l'album, au début, il y a une carte. Ah, il y a une carte. Mais oui, ouais. Parce que, par exemple, je peux la montrer, le mythe d'Oedipe, voilà, ça voyage beaucoup, d'ailleurs. Hein. Mais oui, ça voyage parce beaucoup. Parce qu'on a quoi, là? On a là, non, là, c'est la Grèce, là, c'est la Grèce, et là, c'est l'Asie mineure. Et en fait, le monde grec, c'est tout le pourtour de la mer Égée. Voilà. Si vous voulez, par exemple, à Éphèse, Artémis avait un temple. Les Troyens étaient des Grecs de par leur culture. Mer Égée qui s'appelle Égée, en hommage, au roi athénien. Voilà, exactement. Ces récits, comment nous sont-ils parvenus? Ils nous sont parvenus, ils datent d'il y a 3500 ans, donc ils sont très vieux. Mais les premiers textes dont on dispose, ce sont les textes d'Homère, d'Hésiode, donc c'est 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et remonte quand même pas mal. Oui, voilà, bien sûr. Ce sont des textes très anciens qui font référence à une civilisation encore plus ancienne. Moi, c'est quelque chose que je trouve très émouvant parce que c'est un peuple d'éleveurs, c'est un peuple, il n'y a pas encore de monnaie, on paye en bœufs, il y a des lions. Il y a encore des lions en Europe à cette époque-là. Et en même temps, quand vous lisez les textes, ces hommes, ce sont nos frères. Vraiment, leurs émotions sont les nôtres, leurs défauts sont les nôtres, et on s'y retrouve complètement. Alors, pas trop, j'espère, parce qu'on va le dire tout à l'heure, mais c'est un petit peu sanglant, parce que les mythes grecs, je vais le dire tout de suite d'ailleurs, si je résume, du sang, de l'inceste, beaucoup de femmes nues, des animaux fantastiques, c'est trashissime. Ah ben, Game of Thrones et Tarantino peuvent aller se rhabiller. On est d'accord. Très clairement, très clairement. C'est des enfants de cœur. Le sexe, les Grecs, ça leur posait aucun problème. Ouais, dans tous les sens. Voilà, tout à fait. Hommes-femmes, c'est Emmanuel Carrère qui raconte dans Le Royaume que pour eux, faire un bon repas ou avoir une relation sexuelle, ça leur pose pas plus de problèmes que ça. Il y avait des phallus érigés à chaque coin de route. Et quand je dis ça, c'est vraiment au sens strict, c'est-à-dire que les bornes qu'on trouvait sur les routes, c'était des Hermès. Les Hermès, c'était des pierres rectangulaires qui étaient donc il y avait la tête du dieu Hermès au-dessus et au milieu de la pierre, il y avait un phallus en érection. Histoire qu'on ne se trompe pas sur la signification. Voilà, les épouvantails, c'était des dieux Priapes. Donc, alors, le priapisme, on est encore avec le phallus. Donc ça ne leur posait aucun souci. Ouais. On était nus très facilement. Donc oui, beaucoup de sexualité, beaucoup de violence. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi du suspense. C'est Malraux qui disait qu'Édipe Roi, c'était le premier polar de l'humanité. Absolument. Et il y a de l'humour. Et il y a beaucoup d'humour. Mais ça, on va y venir. Allez, hop, vous y mettez beaucoup d'humour. Mais vous voulez dire que dans les originaux aussi? Mais oui. On parle d'un rire homérique. Pourquoi? Parce que dans l'Iliade, les dieux sont pris d'un fou rire inextinguible. Ils n'arrêtent pas de rire. Les dieux se font des farces, ils font des farces aux humains. Les humains se moquent des dieux. C'est ça qui est très frais et très rafraîchissant dans cette mythologie, c'est que la notion de blasphème n'existe pas. Les vieux se vengent un peu quand même.
Les vieux, les dieux, les pardon, dieux joli souvent- lapsus. Oui, voilà. Souvent, ils se vengent quand même. Oui, Voilà. il ne faut pas essayer de prendre leur place. C'est ça. Là, vous faites preuve d'hubris, Voilà. de démesure. Alors, hubris versus Diké, c'est ça? Oui, voilà. Le juste contre la démesure. Ça, c'est une tension qui parcourt quasiment toute la mythologie grecque. Oui, c'est vraiment, je pense, la morale essentielle de la mythologie grecque. Voilà, effectivement, il ne faut pas être dans la démesure, il ne faut pas essayer d'être un dieu. C'est ce qu'on retrouve dans la Bible aussi avec la tour de Babel. Et voilà, il faut être juste. Si quelqu'un de votre entourage prétend lire une histoire de la mythologie grecque et que vous l'entendez pouffer, s'esclaffer, se tordre de rire, cette personne ne vous ment pas forcément, peut-être que simplement elle a entre les mains la BD éponyme de Catherine Maury et de Philippe Bercovici. C'est bien simple, elle se lit comme le meilleur d'un Astérix. Il y a quasiment un gag visuel ou verbal à chaque case. On va continuer à en parler avec Catherine Maury après l'Anti-Sèche chez Magessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'actualité est dans les kiosques aujourd'hui puisque le magazine Virgule consacre son dossier du mois à l'écrivain François Rabelais, le père de Pantagruel et de Gargantua. C'est l'objet de votre anti-sèche aujourd'hui. J'en profite pour dire qu'il avait quelques pages absolument truculentes dans l'incroyable histoire de la littérature française de Catherine Maury. Ça va de faire un truc sur la littérature devant une prof de français? Ben justement, depuis tout à Zen. l'heure, Ok, super, je on me y dis, va. j'espère que je vais pas raconter de bêtises. Donc, oui, donc, Pantagruel- Bah, l'avantage, c'est qu'on aura correction en Voilà, direct. ok, Tu vois, exactement, c'est ça, c'est ce les que je me suis téléspectatrices dit et les téléspectateurs ne aussi. seront pas trompés. Tout à fait. Alors, Gargantua, Pantagruel, on connaît tous ces deux héros, mais un peu moins celui qui les a inventés, et c'est logique, puisqu'en fait, on a assez peu de connaissances sur la vie de Rabelais. À commencer par sa date de naissance, on ne sait pas si c'est en 1483 ou 1494, mais en tout cas, c'est au XVe siècle, et nous sommes donc à la fin du Moyen-Âge, et on va entrer peu à peu, c'est le début de la Renaissance. Rabelais qui naît dans une famille aisée, il a accès à l'éducation, à l'école. Voilà, l'école telle qu'on l'entendait au À l'époque, Moyen-Âge, voilà. exactement. À cette époque, l'instruction est dispensée principalement dans des établissements religieux. Si on vient d'une famille riche, c'est pas pour tout le monde. Rabelais a donc appris à lire et à écrire dans une abbaye avant d'être envoyé dans un couvent. Une éducation qui se fait en latin, selon des règles strictes. Rabelais a par exemple dû apprendre par cœur des textes religieux chrétiens, ce qu'il critique ensuite dans ses œuvres. Gargantua est par exemple obligé d'apprendre par cœur le même livre pendant 18 ans, à l'endroit, à l'envers. Petite critique de l'enseignement, déjà à l'époque, par Rabelais. Et la tête bien faite, la tête bien pleine. Il devient ensuite moine avant d'étudier la médecine. Oui, alors ça, on le sait peu en général, mais la première profession de Rabelais, c'est bien moine, profession dont il n'hésitera pas à se moquer plus tard dans ses livres. Finalement, il décide d'abandonner son froc, expression qui signifie donc que l'on quitte son habit On se de défroque. moine. Tout à fait. Il décide alors d'étudier la médecine à l'université de Montpellier et devient médecin réputé à l'Hôtel Dieu de Lyon. Et puis, il est tellement doué qu'il commence à y travailler avant même d'obtenir son doctorat. Arrive l'écriture, on est en 1532, paraît. Pantagruel, qui en réalité s'intitule Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dispodes, fils du grand géant Gargantua. Le ton est donné, on a déjà tout le style de Rabelais, de l'humour, beaucoup d'humour avec utilisation de mots grossiers, la satire, l'ironie, le calembour, la contrepétrie, femme folle à la messe et femme molle à la fête. On avait compris, hein. Peut-on Vous lire n'êtes pas dans le obligé de livre traduire, mais c'est pas grave. Alors, qui est Pantagruel? Déjà, c'est un personnage qui existait dans un conte populaire, mais c'est bien sûr grâce à Rabelais qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un géant à l'appétit insatiable, doté d'une grande force physique. Et dans ce livre, au-delà de l'humour, le lecteur a le droit à une critique des théologiens de l'université, on en parlait tout à l'heure, que Rabelais a fréquenté. Et d'ailleurs, la Sorbonne condamne fermement l'ouvrage. Quelques années plus tard, les lecteurs vont rencontrer le père de Pantagruel, c'est Gargantua. Ah oui, avec un autre titre à rallonge, La vie inestimable du grand Gargantua, père de Pantagruel, livre plein de pantagruélisme. Là aussi, il critique l'enseignement universitaire auquel il préférait une éducation plus moderne, un enseignement plus humaniste. C'est un des auteurs principaux, Rabelais, de cette pensée qu'on appelle l'humanisme. Il faut que l'homme accède à la connaissance, qu'il soit doté de réflexion et d'esprit critique, avec notamment un retour aux sources gréco-latines. Sauf qu'à cette époque, critiquer la religion catholique, c'est pas du tout bienvenu. C'est une période de profond bouleversement religieux, avec notamment l'arrivée du protestantisme. Si bien que quand Rabelais écrit ensuite le tiers-livre, l'ouvrage est immédiatement censuré par la Sorbonne et il est obligé de fuir pour échapper à d'éventuelles poursuites. Absolument, c'est pareil pour la publication du quart-livre un peu plus tard. Mais il a de la chance, parce qu'à chaque fois, il a la protection des rois. D'abord François Ier, puis Henri II. Donc Rabelais meurt ensuite à Paris en 1553, vers l'âge de 70 ans. Alors avant de finir cette chronique, je me suis dit quand même que j'allais vous parler des expressions que l'on garde encore aujourd'hui dans la langue française et que l'on doit à Rabelais. C'est dans Virgule. Est-ce que par exemple, vous savez ce qu'est le quart d'heure de Rabelais ?
Le quart d'heure de Rabelais. Le quart d'heure de Rabelais. Moi, je sais, mais comme Catherine Maurice sait pas que je suis sympa avec les invités, je vais faire ceux qui ne savent Alors pas. en fait, c'est une anecdote qu'on raconte sur le sujet, au sujet de Rabelais. On ne sait pas si c'est vrai, mais voilà. Rabelais revenait de Rome, il allait à Paris, mais il s'était arrêté à Lyon pour dormir, mais il n'avait pas assez d'argent pour payer l'hôtel. Et donc il a laissé des fioles dans sa chambre, poison pour le roi, poison pour la reine. Il a été dénoncé par l'hôtelier, ce qui lui a valu le droit d'être arrêté et conduit à Paris. Totalement gratuitement. Et donc, depuis, l'expression est restée, le quart d'heure de Rabelais, c'est quand on doit payer alors qu'on est ruiné. D'accord. Petite dernière. Allez. Vous savez, quand on dit de quelqu'un qui est influençable, c'est un mouton. Oui, les moutons de Panurge. Oui, Voilà, le mouton de Panurge. Ouais. Alors, vous avez venir. Voilà, dans le C'est quart où les livre. Panurges? Ouais. Alors, donc, Pantagruel jette un mouton à la mer pour se venger d'un marchand qu'il a traité de cocu. Et Sympa, faut dire. tous les autres moutons du troupeau se jettent aussi à la mer. Et le marchand se retrouve ruiné. Donc, ça, c'est très, très connu. Être un mouton de Panurge, c'est donc suivre les autres sans réfléchir. C'est pas bien. Génial. Bah non. Voilà. Merci, Emma. Ça va, j'ai à peu près bon. 20 sur 20, non? Ah oui, non, 20 sur 20, 20 sur 20. Ah, génial. Ouais. Moi, je rajouterais juste un truc que j'aime bien, qu'on ne sait pas, c'est que Rabelais, c'est Mireille Huchon, qui est une spécialiste de Rabelais, qui dit ça, c'était le canard enchaîné de l'époque. C'est-à-dire que tous ces récits, en fait, font référence à l'actualité, et notamment aux guerres de François Ier, etc. Alors ça, on a du mal à le voir, forcément. Un grand journaliste que ce Rabelais. Exactement, D'où la tradition exactement. un peu rabelaisienne des salles de rédaction. Enfin, ça, c'était avant. Emma, merci. On se retrouve pour la récré? Oui. Catherine Maury, Grand Oral. Un classique, c'est ce que tout le monde veut avoir lu, mais que personne ne veut lire. La phrase est de Mark Twain, vous me l'avez rappelé, et je vous en remercie, dans une petite dédicace en tête de l'incroyable histoire de la mythologie grecque. Vous êtes, Catherine Maury, professeure de français. Vos élèves, ils les lisent, les textes de la mythologie? Ils aiment beaucoup ça. Ouais. Oui, ils aiment vraiment beaucoup ça, la mythologie. Parfois, ils sont étonnants même. D'accord. Si je révise mes mythes grecs, est-ce que ça va m'aider pour les mythes romains? Beaucoup, en fait. Beaucoup, bien Il faut que sûr. j'apprenne les correspondances de noms. Les Romains étaient fascinés par Aphrodite, les Grecs. Vénus, etc. Oui, c'est ça, voilà. Oui, les Romains étaient fascinés par la culture grecque. Quand ils ont envahi la Grèce au 1er, 2e siècle avant Jésus-Christ, ils étaient déjà très hellénisés. Jules César dit Alia Jacta Est en grec, en fait, si C'est vous pas voulez. vrai. Ah, mais oui. Mais oui, mais bien sûr. Et ça se dit comment? Non, vous savez. Non, ça, je sais pas. Je ne suis pas helléniste. Mais donc oui, c'est extrêmement imbriqué. Et ils ont Astérix repris... nous a menti, en somme. Pourquoi ça exactement? Parce que dans oui, Astérix, ils oui, le font oui. payer ses lames. Moi, j'ai Oui, appris à aller à oui, Jacques oui. Test, pas à l'école. Hein. Oui. Mais donc effectivement, les deux sont extrêmement imbriqués, mythe romain et mythe grec. S'il y a certains mythes que je dois retenir et qui vont me servir dans ma culture littéraire notamment, il y a Antigone, par exemple. Antigone, bien sûr. En fait, On peut raconter en 2 mots. Ah oui, Antigone, Ouais. bien sûr. Alors, Antigone, donc, c'est une fille d'Œdipe. Œdipe a eu 4 enfants. Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène. Vous savez qu'Œdipe donc a couché avec sa mère, a tué avec son père, moyennant quoi il a fui Thèbes et il est mort. Suite à cette mort, ses 2 fils se livrent la guerre, Éthéocle et Polynice, et ils s'entretuent devant les murailles de Thèbes. Il n'y a donc plus de roi, puisque les 2 princes sont morts, et c'est Créon qui prend le pouvoir, qui est l'oncle d'Antigone. Et Créon décide qu'un des fils va avoir des funérailles solennelles, Et pas l'autre. et que l'autre sera livré en pâture aux vautours, aux chiens. Or, c'est très grave. Voilà, on ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire pire. C'est vraiment l'impiété la plus Le totale. refus de sépulture. Voilà, le refus de sépulture. Et Antigone, donc, va braver la loi du roi pour respecter la loi des dieux et va vouloir enterrer son frère. Et donc, elle se rend auprès du cadavre et elle jette de la terre sur le cadavre, mais elle est prise et donc elle est condamnée à mort par le roi Créon. Et Antigone, on va la retrouver notamment chez Jean Anouilh, mais pas seulement. Bien sûr, bah oui, non, il y a un film récemment qui est sorti, un film québécois sur Antigone. Bien sûr, on la retrouve partout. C'est vraiment une grande héroïne politique. On dit que c'est la première figure de la résistance. Dans les autres figures, vous venez de le citer, il y a Oedipe. Il y a Oedipe. On est bien obligé de sûr. connaître aussi. Oui, alors c'est un mythe terrible, Oedipe. Donc, Oedipe, c'est l'enfant naturel du roi et de la reine de Thèbes, donc Laïos et Jocaste.
Et simplement, voilà qu'on a prédit à Laios que son fils, justement, tuerait son père et coucherait avec sa mère. Ouais. Donc autant vous dire qu'ils ne sont pas très chauds pour garder l'enfant. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On l'envoie à la campagne. On dit qu'on l'expose. C'est un joli euphémisme. Ouais, on l'abandonne, en fait. On l'abandonne un peu aux dieux. C'est-à-dire c'est les dieux qui vont décider de ce qui va se passer. Donc Édipe est abandonné sur une montagne. Et là passe un berger qui est un berger corinthien qui voit le bébé, qui le prend et qui l'amène au roi et à la reine de Corinthe qui n'ont pas d'enfants. Le roi et la reine de Corinthe se réjouissent, ils élèvent le petit Oedipe et tout. Donc Édipe grandit, devient un jeune homme, va au temple de Delphes et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu vas tuer ton père et tu vas coucher avec ta mère. Il ne sait pas qu'il est un enfant adopté. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fuit Corinthe. Il dit, je me mets loin de papa et maman, comme ça papa et maman que j'adore seront tranquilles. Voilà, il fuit Corinthe et il se dirige où? Le destin est là, vers Thèbes. En chemin, il croise un char sur lequel il y a un homme, etc. C'est comme maintenant avec les voitures, dispute entre les automobilistes. Oedipe tue le passager du char, qui n'est autre que son père. Et voilà. Il arrive devant Thèbes, et là, à Thèbes, il y a un monstre qui est le Sphinx, et qui dévore tous les voyageurs qui n'arrivent pas à résoudre son énigme. Donc son énigme, vous la connaissez. Ouais, on va la rappeler. Voilà. Alors, quel est celui qui, au matin de sa vie, vit à 4 pattes, au midi de sa vie, vit à 2 pattes, et au soir de sa vie, vit à 3 pattes? L'homme. C'est l'homme, voilà, 4 pattes. Vous aimez bien les quiz, hein? C'est bon à savoir, ça. C'est l'homme. On a retenu. Voilà, donc évidemment 4 pattes le matin, 2 pattes le midi, et voilà. Il y a une canne le soir, donc 3 pattes. Oedipe arrive à résoudre l'énigme, donc le Sphinx meurt. Et donc, quelle était sa récompense? D'épouser la reine de Thèbes, sa mère. Voilà, et donc, tout ça se termine pas très bien. Avec elle. Le premier polar de l'histoire de l'humanité, selon Malraux. Philippe Bercovici au dessin, épaulé, je le cite, par le coloriste Christian Lérol, Catherine Maury à la plume, ça donne cette formidable histoire de la mythologie grecque que viennent de publier les Arènes BD. On se retrouve juste après la récré. Encore que je suis la récré tout le temps avec vous. Mais enfin, c'est pas grave, on va faire une sur-récré. Emma. Emma, dans l'heure de la récré, vous nous emmenez aux États-Unis pour nous parler d'un des maires les plus jeunes du pays et du monde. Oui, il a 18 ans. Ouais, Jalen Smith, il s'appelle. Il a été élu maire de la petite ville d'Earl, dans l'Arkansas. C'est donc un des plus jeunes maires afro-américains jamais élus dans le pays. Quand il a fini le lycée, donc en fait, les meilleurs élèves de son établissement sont tous partis étudier dans des villes un peu plus grandes. Là, vous avez une chance en tout cas de mieux réussir. Et lui, non, il a décidé de rester dans cette ville qui lui est chère et où sa famille vit depuis plusieurs générations. Et où les problèmes ne manquent pas. Ah, tout à fait. De la désertification à la qualité de vie de ses habitants. Et il est super motivé, ce nouveau maire, parce qu'il prend son rôle très à cœur. Il a vraiment envie de faire changer les choses. Beaucoup d'habitants, par exemple, étaient partis de la ville parce que le supermarché avait fermé. Lui, il espère le rouvrir. Il veut réparer les rues, raser les vieux bâtiments. Bref, il apporte des idées et surtout une énergie nouvelle qui motive à leur tour les conseillers municipaux. Et gare à ceux qui oseraient dire qu'il est trop jeune. Ils trouveraient la mère de Jalen Smith sur leur chemin. Ouch. Une mère qui veille au grain. Mon fils n'est pas trop jeune, il est vieux depuis qu'il est petit. Ça m'a fait rire, le compliment. Voilà, je ne sais pas si c'est un compliment. En tout cas, toute la famille est très fière et donc on lui souhaite bon courage. Si jamais il passe sur School TV, on aura parlé de lui. Et voilà. Emma, merci. Merci. Catherine Maury, Grand Oral. On va prolonger la récré. Elle me voit venir depuis le début. Autour de cette incroyable histoire de la mythologie grecque de Catherine Maury et Philippe Bercovici. On va faire un quiz. Vous adorez les quiz. Non mais ça, vous avez fait des études littéraires. Mais oui, mais bon. Voilà, comme Catherine, vous avez ça en commun. Oui, c'est ça, Cagne toutes les deux. Prépa Cagne. Bon bah alors, là, je vais... parce que alors, ce qui est extraordinaire dans le bouquin, j'ai joué avec ça en intro de l'émission, mais bref, c'est de voir à quel point notre culture est irriguée par la mythologie grecque, et notamment notre vocabulaire. Donc je vous cite des mots, et vous me dites si ça vient ou pas. Il y a des pièges, hein. Bah oui, mais je me doute alors, avec vous qu'il y a des pièges. Une mégère que n'est pas Marine Plantec, évidemment. Une mégère. Mais non, mais elle était vexée que je disais traite de mégère tout à l'heure. Et je dois dire quoi là si ça vient de la mythologie grecque ou pas? Oui. Bien. Trop forte. Très bien. Explication. Les mégères, oui, qu'on appelait aussi les furies, c'était 3 femmes et qui étaient vraiment des déesses vengeresses, hein, donc qui étaient terribles, terrifiantes. Ah bah voilà. Elles ont une sale tête, hein, quand même. En plus. Un Pandore. La boîte de Pandore.
Très bonne réponse, excellente réponse. Ça, c'est bon. Un Pandore, c'est de l'argot. Ouais. Ça vient de Pandour et ça a été créé par un chansonnier. Un Pandore, c'est un policier en argot. C'est pas quand même un flic, mais Pandore, quoi. C'est pareil, c'est de l'argot. Okay. Or, la boîte de Pandore, vous avez bien raison. La boîte de Pandore, Pandore, c'est la première femme de l'humanité. Et alors, évidemment, hein, comme les Grecs sont des gros misogynes, c'est l'origine, l'origine du mal. Ça, c'est dit. Voilà. Et donc, Pandore, un jour, se retrouve devant une jarre sur laquelle il y a écrit en gros « Ne m'ouvrez pas ». Évidemment. Et donc, évidemment, elle l'ouvre et tous les mots de la terre s'en échappent. La guerre, les la mots famine, MAUX, hein. Ouais, voilà. je précise. Sauf un, et ça, c'est quand même très mystérieux, l'espoir. Donc, ça veut dire que l'espoir serait un mal. Alors, Hervé Le Tellier, l'auteur de l'Anomalie, vous savez, qui a eu le prix Goncourt, explique ça en disant, eh bien, l'espoir, parfois, c'est ce qui nous empêche d'agir, parce qu'on se dit... Tout va s'arranger. Ça va s'arranger demain. Voilà. Il prend l'exemple de l'écologie. Et donc, alors, est-ce que c'est ce sens-là le mystère reste entier parce que dans le mythe, l'espoir reste quand même prisonnier. Or, cet espoir qui nous fait un peu nous leurrer, ben, il est quand même parmi les hommes. La boîte de Pandore, mais alors sur la misogynie, je cite Hésiode quand même. Je cite chez vous. Hein. Il se fie au voleur, celui qui se fie à sa femme. Son babil, c'est la femme, hein, son babil flatteur n'en veut qu'à ta grange. Okay. Ouais, l'argent, quoi. Les femmes sont un grand fléau pour les mortels. Qu'une femme n'aille pas avec sa croupe attifée te faire perdre le sens, j'arrête. Même moi, je suis gêné de dire ce genre de truc. Alors, c'est quand même hyper misogyne, tout ça. Les Grecs étaient très ambivalents. On pourrait leur prêter, vous savez, cette phrase de Sacha Guitry qui disait « Je suis contre les femmes ». Tout contre. Tout contre. Ouais, je la connais celle-là. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, ce sont les pires machistes. Ouais. Et dans la mythologie, mais alors vous pouvez faire une lecture féministe de la mythologie. Parce qu'il y a des déesses qui ont un pouvoir. Oui, absolument. On dit des femmes puissantes aujourd'hui. On a Athéna, on a parlé d'Antigone, qui est une femme politique. Donc c'est très ambivalent. Des yeux de lynx. Non. Si, enfin, lynx, oui, mais les yeux de lynx... Non, mais les yeux de lynx, ça se trouve, ça vient pas de l'expression. Ça vient de... Ça vient de... Non, mais le lynx, oui, bien sûr. Non, c'est pas le lynx. Ah bon, c'est quoi ? C'est les yeux ? Alors, c'est traître. Ça vient d'un héros grec. Oui, c'est super méchant, ma question. Ah oui, vous êtes trop méchant, en fait. Non, franchement, là, c'est très retors. Hein. Oui, mais au moins, on apprend des trucs. Moi, j'ai appris, je ne vous cache pas. Vous me l'auriez fait, je me plantais dans les grandes largeurs. Lynx, c'est un personnage. Donc, c'est un personnage, c'est un des Argonautes, donc un des compagnons de Jason qui est parti chercher la toison d'or. Et il avait une vue tellement perçante qu'il voyait à travers les nuages, à travers les murailles. Tandis que l'animal, le lynx, il a une vision tout à fait médiocre. Mais par paronymie, c'est-à-dire que ce sont des mots qui se ressemblent, eh bien, on a fini par dire les yeux de lynx. Les yeux de lynx. Allez, encore deux. L'écho. L'écho. Répondit l'écho. Ah ouais. Oui. Oh mais ça triche dans cette classe. Mais c'est dingue. Comment pouvez-vous me soupçonner? Je suis insoupçonnable. C'est un professeur, jamais. C'est une bonne blague. Donc Écho. Alors Écho, ça c'est une histoire que j'adore. Donc c'est l'histoire de Narcisse. Ouais. Narcisse, c'était un jeune homme magnifique. Tous les jeunes gens de Grèce, étaient amoureux de lui. Sauf que Narcisse, il s'en moquait comme de Colin Tampon, parce qu'il n'y avait qu'une seule chose... C'est pas mal, celle-là. J'aime bien, moi, comme de Colin Tampon. Il n'y avait qu'une seule chose qui intéressait dans la vie, c'était la chasse. Et un jour, il y a une petite nymphe qui s'appelle Écho et qui tombe follement amoureuse de Narcisse. Seulement Écho, elle a été frappée d'une punition parce qu'elle couvrait les amours adultères de Zeus. Vous savez que Zeus, alors, il cumulait les maîtresses et parfois Écho voyait que Zeus était avec une de ses maîtresses, une de ses amies nymphes. Or, Héra était dans les parages. Et donc, Écho, pour détourner l'attention d'Héra, commençait à lui parler. « Alors, Héra, comment ça va? Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Et dis-moi, mais cette robe, elle est magnifique, etc. » Jusqu'au jour où Héra s'est rendu compte du subterfuge. Voilà. Et donc, elle a dit à Écho, « Eh bien, maintenant, tu ne pourras plus que répéter les derniers mots de tes interlocuteurs. » D'où l'écho. D'où l'écho. Mais oui, ça vient de là. Il faut lire l'incroyable histoire de la mythologie grecque. On apprend des trucs de dingue. Allez, un dernier, mais super court, parce que là, on ne va plus trop avoir le temps. C'est une devise. Tavla Ikea Mammouth. Je sais pas, mais j'en ai aucune idée.
Eh ben, c'est normal. Oui. Non, ah non. Ça se voit trop votre truc. Non. C'est le Non, langage rien à que vous, je vais le dire moi, c'est le langage que vous prêtez à la Piti, donc la Piti qui donne les nouvelles. Et en fait, elle parle en nom de meuble Ikea, voilà, c'est juste ça. Mais oui, Parce je me qu'elle dis, est j'ai réputée reconnu dire des Ikea, trucs. je vais pas le c'est dire fait quand exprès. même. C'est parce qu'elle dit des Oui, au trucs. début, vous connaissez ce Ikea. Mais non, voilà. Parce qu'elle est réputée dire des trucs absolument incompréhensibles, Voilà. c'est totalement cryptique. Et voilà, c'était juste une façon, à ma façon d'essayer de vous dire à quel point tout est drôle dans ce bouquin. Il faut le lire à la fois vite et lentement, vite parce qu'on le dévore et lentement parce qu'on s'arrête à chaque case. Vous restez avec nous, on va en librairie avec Célie. Et ben merci beaucoup, 23 sur 20, comme d'habitude, sans complicité aucune. Bravo. Je me gausse. Allez, la librairie. Et comme tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Bonjour. Et on joue, vous vendez, vous, j'espère, ça. Oui. Bon, quand même, Voilà. vous allez faire des affaires. Même si on a des que ça copains se de vend bande bien. dessinée en face, oui, on a notre sélection également. Une sélection de jeux aujourd'hui, livres-jeux ou jeux avec des livres, c'est ça? Oui, c'est ça, on va s'amuser. Alors, on va commencer avec Peggy Neal, le dernier Peggy Neal, sorti il y a quelques semaines. Qui es-tu? Donc, c'est un livre pour les petits. Petits. Je suis le cyclope. Il y a un truc qui est là dans joli, l'histoire hein. du cyclope, C'est non? magnifique. C'est vous. Oui, Qui es-tu? Je suis bien mon nom et sûr, personne. Mon nom et personne. Mon nom et personne. Donc, on raconte un petit Ah peu. oui, non, Qui on est es-tu? avec Ulysse, mais là, c'est pas avec Ulysse, on n'est qu'un Non. petit bout de chou et des Ah, animaux. super visuel et tout. Ah oui, c'est Exactement. joli, c'est magnifique. Exactement, vous pouvez lire la première page et après, on termine toujours par qui es-tu? J'ai une queue en spirale et je change de couleur. Qui suis-je? Un caméléon. Un papillon? Eh bien non, car le papillon a des antennes en spirale. Exactement. Et alors, Et retrouver les mais pas de papillons. queue, et avec sa longue langue, il attrape bien. C'est connais-tu mon nom, combien sommes-nous, etc. Voilà, c'est un peu un truc bout de ficelle, quoi. C'est un petit cherche et trouve en fait C'est qui ça. rebondit toujours de la page suivante à la précédente et c'est toujours aussi joli. Grande illustratrice. Magnifique. Bah Petit oui, format. on a envie d'en Exactement. faire du papier peint, Sympa. vous savez. Alors oui, non, vous n'allez c'est pas vrai. toucher au livre, on se calme. Non mais j'en ai J'ai fait des essayé. affiches Ah, des exprès, affiches. que Ah j'ai ouais. fait. Oui, c'est vrai. Le chemin et le clin d'œil de votre t-shirt, Mais oui. hommage à Claude Ponty, c'est ça? Mais oui, Claude Ponty, le seul et l'unique. Un livre-jeu dans le sens le plus pur du terme, même si toutes Ah oui, les histoires de c'est pas un Ponty sont des jeux. Il y a rien dedans. On adore. Oui, ça c'est une blague, c'est la boîte vide. D'accord. Attention, vous avez un premier fascicule et le deuxième en leporello. Attendez, je fais des bêtises. En leporello? Et voilà. C'est quoi un leporello? C'est un livre qui se déplie comme ceci. Ah, je l'ignorais Et totalement. vous allez aller de Vous gauche saviez à ça, droite vous Non, moi, raconter je savais l'histoire. pas. On apprend des trucs dans cette émission, c'est ah, dingue. mais- Aujourd'hui, c'est un festival. allez. Un leporello, c'est... Leporello. Et donc, vous allez lire l'histoire et On peut le lever un peu pour que... J'ai pas le Je bras vous assez aide. long. Hop, on y va, on le fait ensemble. Voilà. Tadam! On peut tout raconter. Voilà. Et à la fin, D'accord. Ponty, il laisse l'enfant avec son imagination. Et je vais vous lire. Ici, à toi d'imaginer ton chemin. Tu peux le colorier, le dessiner, le compléter, le prolonger, le copier, le réécrire pour qu'il soit unique au monde. Et la magie du leporello. D'accord. Il a plus qu'à le dessiner. Sympa. C'est magnifique. Ah Et ouais. Génial. attention, là on est déjà pas mal. Mais pour que l'enfant parle, pour que l'enfant s'exprime, vous avez les cartes. D'accord, Ça. génial. Alors il y en a plein, beaucoup plus que mes mains ne peuvent le Contenir, contenir. bah ouais. Mais l'histoire n'est jamais de A à Z. Mettez les lettres dans le sens que vous le souhaitez. Formidable. Faites-vous plaisir. Dans un paysage se cachent C'est des ça. secrets de chemin. Ah là là là. Voilà. Formidable. Claude Ponty, Ponty. c'est publié par qui? L'école des Et loisirs. forcément. Cette année. Incarné Sherlock Holmes dans l'affaire Lewing d'Arthur Tenor, c'est chez Scrinéo. Scrinéo, donc Arthur Tenor, donc ça va sortir mi-avril. Petit bijou, puisque vous êtes Sherlock Holmes. Bah oui. Vous l'incarnez. Toujours été. Bah, Ah, dans ce livre aussi, je suis. Ah, d'accord. vous, nous, C'est tous. un livre-jeu un Et peu. enquête, escape game. D'accord. C'est vraiment. Vous n'êtes pas. Ah oui, il y a des l'assistant. indices, regardez. Oui, Il y a des loups, Ouais, ça. d'accord, par moment, il y a des d'accord, indices et d'accord, tout. D'accord. Vous n'êtes pas l'assistant. Le directeur a été assassiné. On fait appel à Sherlock Holmes pour résoudre l'enquête. Nous sommes à Londres. Vous êtes avec Watson. Vous allez résoudre l'enquête. Donc si un jour vous êtes fatigué et que vous n'arrivez pas à résoudre l'enquête, bah, tant pis pour vous. On ne peut pas aller Vous au pouvez bout. prendre des notes. C'est ça. Regardez, là, D'accord. il y a Vous avez un le endroit où droit on peut d'avoir prendre des votre notes, tout calme. ça. Pas mal. Génial. Pour livre-jeu. Et ça, c'est chez Scrinéo. C'est bientôt.
Bon, merci beaucoup. Célie, Catherine, merci beaucoup. L'incroyable histoire de la mythologie grecque. On relit éventuellement, on revit aussi l'incroyable histoire de la littérature française, si on ne l'a pas encore fait. Philippe Bercovici, Catherine Maurice, c'est génial, c'est aux arènes BD. Je signale quand même que tous les élèves de CM2 recevront, alors pas le vôtre, mais quand même, en 2023, une nouvelle édition de l'Odyssée d'Homère, adaptée par Muriel Zac et illustrée par Catel. Muriel Zac qu'on avait d'ailleurs accueilli dans cette émission. Et ça, c'est une chouette initiative de l'Éducation nationale. Donc, on a le droit de le dire. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai remercié. Mais oui. Ouais, bon, d'accord. Oui, vous inquiétez pas. Bon, merci encore. Merci aussi à toute l'équipe, au maquillage, à Thaïs Sayad, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée par Dylan Colère, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Angèle Jean Girard pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous trouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.